Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs de la presse, c'est pour nous un plaisir de vous rencontrer. Comme nous l'avions dit, dès notre avènement à la primature, nous devions en principe préserver un contact direct avec la presse. Et donc, le silence qu'on observe parfois pour bien digérer n'est pas synonyme de rupture. Bien au contraire, le contact doit demeurer. Parce que finalement, vous êtes le porte-voix à la fois de la population, mais aussi du gouvernement. Vous jouez ce rôle de trait d'union, qui est un rôle capital pour que la société puisse fonctionner normalement. Mais de prime abord, chers amis de la presse, je voudrais saluer la mémoire de l'un des vôtres, les regrettés Claude Kamara Mouton, que vous avez tous connu, qui a parfois des moments comme celui-ci été avec vous dans la salle, qui est un homme brillant, un homme mais qui nous a quittés par la force des choses. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, nous pouvons nous mettre debout et observer une petite minute de silence à sa mémoire. Merci. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous avons pensé au début de cette année vous présenter ce qu'a été la situation globale du pays au cours de l'année qui vient de s'achever. Du point de vue politique, diplomatique et sécuritaire, il est à noter que la situation se présente globalement stable. Conformément à la volonté du chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et sa volonté de préserver en permanence la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays, toutes les provinces ont été marquées par une stabilité de paix et de sécurité. Nous avons observé une professionnalisation continue de l'armée congolaise. Nous avons observé la montée en puissance de l'éthique et de la moralité dans le chef de nos troupes. Pour votre mémoire, Mesdames et Messieurs de la presse, la victoire des FARDC contre le M23 était une victoire propre. Vous étiez habitué à écrire sur des dégâts collatéraux créés par les forces régulières, mais ça n'a plus été le cas, sauf quelques dérapages mineurs. La professionnalisation des forces armées congolaises fait de celles-ci non seulement un instrument de plus en plus efficace sur terrain, mais aussi un instrument doté des hommes ayant une certaine éthique. Ceci tient notamment à cette volonté du chef de l'État, le commandant suprême, de sanctionner sévèrement les coupables, mais aussi de mener les enquêtes quand il est faut pour que le brebis galeuse soit identifié et sanctionné. Donc, cette politique de sanction, cette politique de discipline fait que nous avons davantage de forces armées qui répondent aux exigences rigoureuses de discipline. Évidemment, les chemins à parcourir
est encore long, mais les efforts accomplis sont considérables et méritent d'être vus par les hommes de la presse. Cette professionnalisation a fait que non seulement nous avons de fait le mouvement M23, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale, qui était appréciable, mais nous avons aussi de fait les Afdel Nalou. Et nous sommes en train, progressivement, de récupérer l'espace occupé par les FDLR. C'est dire que les forces armées congolaises sont devenues un instrument qui obéit à un commandement suprême, celui du chef de l'État, mais qui garantit la paix et la sécurité dans notre pays. Du point de vue politique, tout récemment, l'espace a été marqué aussi par la publication du calendrier électoral. Un calendrier global, certains diraient même inclusif. Ce calendrier permet de tracer la voie du processus démocratique pour que ceux qui seront élus soient connus et soient dans la possibilité de porter le flambeau national. Du point de vue diplomatique, il a été remarqué une consolidation du partenariat de la République démocratique du Congo avec le pays de la sous-région, dans le cadre des corporations régionales comme les CIRGL, comme le CPGL, comme la SADC, comme le COMESA. La RDC est de plus en plus présente et fait entendre sa voix dans ces corporations régionales de l'État, notamment où le chef de l'État a fait. Donc, une nation désormais comptée dans l'espace. Du point de vue économique, mesdames et messieurs de la presse, le contexte est parce que la RDC n'est pas un pays qui est de manière isolée. Les taux de croissance en Europe sont au plus bas. Les États-Unis essaient de remonter. Le taux n'est pas celui des deux chiffres qu'on a connus pendant de longues années, notamment en ce qui concerne la Chine, qui est l'un des moteurs économiques du monde. Ceci a donc un impact direct sur les autres africaines, comme l'économie démocratique du Congo. Qu'en dépit de pas très favorable, la RDC, sous le leadership du président Kabila, s'étire plutôt mieux. Du point de vue macroéconomique, nous avons enregistré au cours de l'année 2014 un taux d'inflation de 1%. Ceci pour consolider le propos du chef de l'État tenu à New York au cours des assemblées des Nations Unies. Le chef de l'État avait mentionné clairement que la RDC est un pays debout avec des taux d'inflation proches de zéro. Mesdames et messieurs de la presse, les taux d'inflation de 1% sont rarissimes dans l'économie mondiale pour le moment. Les taux d'inflation réalisés depuis 2000 n'ont jamais été réalisés depuis 1960. Les taux d'inflation, c'est comme le thermomètre degrés. Vous êtes à mesure de faire les performances les plus extrêmes. Même chose
lorsque vous avez des santé qui peuvent partir. Taux de dépréciation monétaire. Dans la salle, je vois certains économistes, mais professionnels, journalistes. Dépréciation monétaire 0 en 2014. Ça veut dire vous devriez être francs congolais devant les dollars, devant. Il y a même certains Congolais qui ne veulent plus être payés en dollars américains. Cherchent le franc. Même certains journalistes cherchent toujours les francs. Ah. Les journalistes se retrouvent dans leur secret. Voilà. La volonté du chef de l'État, c'est d'offrir à la population congolaise une monnaie stable, une monnaie digne. Et le franc congolais aujourd'hui, c'est une monnaie qui est recherchée, qui est voulue et qui est conservée. Et ça, c'est quelque chose de très important. La stabilité macroéconomique, taux d'inflation très bas, taux d'échange très stable, c'est la résultante d'une gestion des finances publiques orthodoxe. Le ministère des Finances, je vois le ministre qui est ici présent, continue avec cette rigueur d'orthodoxie des gestions financières. Les finances publiques qui hier, évidemment quand on dit hier, il y a plusieurs années, étaient déficitaires. Aujourd'hui, ces finances publiques affichent des excédents. C'est ce qui justifie la stabilité du cadre macroéconomique. C'est ce qui justifie la confiance à la monnaie congolaise. Oui, mesdames et messieurs de la presse, est-ce qu'on mange la macroéconomie? Mais voilà. À cette question, le gouvernement y a répondu. Comment avons-nous répondu? En faisant des réformes vigoureuses, des réformes sectorielles, mais des réformes porteuses de ce qu'on mange, les sociales. Le gouvernement de la République, conformément au programme du chef de l'État, c'est un gouvernement qui vise à améliorer les sociales de la population pour que les conditions de vie des Congolais et des Congolaises s'améliorent. Et nous avons frappé dans tous les secteurs possibles. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, de cette image du social où un Premier ministre disait « Il faut que l'impiodi tombe sur l'assiette des Congolais ». Ah, les Congolais les plus démunis atterrissent. Bon, voilà. Nous y travaillons conformément à la volonté du président de la République. Mesdames et messieurs de la presse, parce que les finances publiques sont gérées de manière orthodoxe, nous faisons des augmentations des revenus du salarié, quel que soit le niveau de cette augmentation. Mais nous les faisons chaque année et en 2014, ceci a été fait. Lorsque vous augmentez le salaire d'un fonctionnaire, d'un enseignant, d'un officier, d'un militaire, avec des taux d'inflation proches de zéro, avec des taux de dépréciation zéro, ça veut dire un accroissement du pouvoir d'achat de la population, n'est-ce pas? C'est ça les social, n'est-ce pas? Ça permet à celui qui dispose de son salaire d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire pour acquérir des biens
sur le marché pour payer le frais des Minerval, pour payer son transport, pour payer son loyer. Nous avons renforcé le parc automobile de la société Transco. Nous avons mis en route le bus privé Esprit de Vie, où, comme vous l'avez observé, personne n'est debout dans ces bus. Des bus privés financés par les trésors publics. Un mécanisme nouveau. Nous avons prêté à crédit des bus de qualité, des bus neufs. Nous avons financé l'achat de locomotives neuves. Dès le mois d'avril, le mois de mai, près de 20 locomotives neuves vont pouvoir être livrées à la Société nationale des chemins de fer. Depuis 1974, jamais cette société n'a reçu de locomotives neuves. Nous avons consolidé notre programme dans l'éducation. Si nous sommes aujourd'hui, nous tous, c'est parce que nous avons été à l'école primaire, à l'école secondaire. Le programme éducatif du président de la République, c'est de construire chaque année 1000 écoles. Mais nous rencontrons une difficulté d'absorption. Les gens ne savent plus consommer les capitales que nous investissons. S'il y a des gens qui peuvent créer des sociétés de construction des écoles, ben écoutez, nous sommes disposés à vous enregistrer. Parce que nous manquons des gens pour construire. Les capacités d'absorption sont faibles. Et ça, c'est financé par le trésor public. Ce n'est pas que vous devez attendre le financement qui vient de l'extérieur. Non. Le financement se trouve ici. Vous passez par le boulevard du 30 juin, c'est le ministre des Finances, et puis à la Banque centrale. Mais on manque une capacité d'absorption. Mais nous avons déjà dépassé le cap de 500 écoles qui ont été construites. J'ai parlé avec le gouverneur de la province du Sud Kivu ce matin, qui est en train d'inaugurer les écoles vers Baraka. Il est arrivé à un endroit où les habitants disaient que pour la première fois, depuis 1943, ils voient une école en tôle. C'était dans leur coin d'école en chaume, construite en 1943. Et ce programme de réhabilitation des écoles s'est fait dans l'ensemble du territoire national. Au moment où je vous parle, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, un ministre très actif aussi, il est à l'intérieur du pays. Si je vous cite les villages dans lesquels il se trouve, vous allez reconnaître effectivement l'efficacité des ministres en train de réceptionner les écoles en tôle, en briques durables. La santé. Si nous sommes là, c'est aussi parce que nous sommes en forme, en bonne santé. Là aussi, notre programme est en cours. Nous sommes en train de réhabiliter plus de 1000 centres de santé, 300 hôpitaux. Moi-même, j'ai été témoin lors de la réception des travaux de l'hôpital de Matete. Hôpital construit en 1954. Certainement que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais réhabilité ici, sous le leadership du président de la République, en 2014. L'hôpital pimpant de nouveau neuf, avec des équipements de qualité importés de Copenhague dans le cadre de notre partenariat avec les institutions des Nations Unies, qui nous permettent d'acquérir ces équipements avec des fonds du Trésor public, mais à des tarifs compétitifs. Plusieurs hôpitaux sont en train d'être réhabilités dans l'ensemble du pays. Plusieurs centres de santé sont en train d'être reconstruits.
pour le moment, un programme légèrement inférieur à plus de 100 centres de santé est déjà en mouvement. Plusieurs dizaines d'hôpitaux sont déjà réhabilités. Et je crois que d'ici 3 mois, nous devions déjà atteindre la vitesse de croisière avec des centaines partout. L'ITB Kokolo. Certains d'entre vous ont été à l'inauguration de ces monuments historiques qui fait la navigation entre Kinshasa et Kisangani. Congo Airways, dont le directeur général a été nommé il n'y a pas longtemps par le chef de l'État. Mesdames et messieurs de la presse, vous serez tous fiers de voir bientôt les drapeaux congolais flotter dans les airs avec des avions de qualité. L'aéroport modulaire, qui est presque vers la fin. La tour de contrôle. Bref, mes chers amis, je ne préfère pas vraiment vous garder ici parce que je vois que vous êtes très occupés. Je vous livre l'essentiel. Parce que tout ce qu'on vous dit là a un impact sur le niveau de vie de la population congolaise. Tout ce que nous faisons a un impact, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, du transport, de l'électricité, de l'eau. Tout ceci impacte sur le quotidien du Congolais. Et l'indicateur qui est généralement utilisé, c'est l'indice du développement humain. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez déjà entendu certaines personnes dire que tout ce qui est fait par le gouvernement n'impacte pas la vie du social du Congolais, cherchant parfois à voir le social comme quelque chose de physique qu'on donne, voilà votre social. Non, mesdames et messieurs de la presse, vous êtes des professionnels. Le social ne se donne pas, le social se constate. Alors, parce que vous ne croyez pas à ce que le gouvernement vous dit, croyez un peu à ce que les autres vous disent. Alors, je cite le PNUD, qui est une structure indépendante des Nations Unies. Au moins, vous voulez souvent croire aux Nations Unies. Je cite les rapports annuels du développement humain de la RDC. Le PNUD constate que la RDC a fait des progrès énormes dans l'amélioration des conditions de vie de sa population. Là, les Congolais l'ont cru. Je crois que la presse aussi a cru. Nous avons gagné 13 points dans le classement mondial fait par le PNUD. Ceci parce qu'il réalise qu'il y a des progrès énormes qui sont faits dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de l'électricité, dans le domaine de l'eau. Tout ceci agrégé fait que la RDC a amélioré sensiblement les conditions de vie de sa population. Et le taux de chômage a aussi baissé. Je n'ai pas encore terminé. Il y a quelques années, près de 60% de la population congolaise était au chômage. Aujourd'hui, grâce à ce programme ambitieux que le gouvernement applique sous le leadership du président Kabila, le taux de chômage est descendu à 40%. 20 points gagnés. Là aussi, ce n'est pas nous qui les calculons.
Parce que vous allez dire oui, mais ça c'est les taux du gouvernement. Non, non. Et même, ces taux est très rigoureux. Il y a d'autres qui les descendent même en dessous des 40. Mais moi j'ai dit, comme je serai devant les sceptiques, je donne les chiffres qu'ils voudraient rencontrer. 40%. C'est vous dire, mes chers amis, qu'il y a des progrès significatifs qui se réalisent. Et le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, qui parlait de ces rapports au Grand Hôtel, j'espère que certains d'entre vous étaient présents, il a dit « Je suis fier de parler de ces choses parce que moi-même, j'ai vu l'amélioration des conditions de vie des Congolais. » Mesdames et messieurs de la presse, quelles sont les perspectives? Maintenant que nous vous avons parlé de tous les progrès réalisés en 2014, du point de vue politique, économique, sécuritaire, économique et social, quelles sont les perspectives? La volonté du gouvernement, c'est de consolider la paix, la sécurité dans le pays. Parce que sans la paix, sans la sécurité, nous ne devons pas être capables de pouvoir maintenir le cap. Il faut que le cap soit maintenu. La paix et la sécurité. Et c'est pour ça que vous voyez, les forces armées congolaises sont très engagées dans la traque pour qu'on puisse consolider à jamais cette partie de l'Est du pays et que l'économie puisse fonctionner au régime maximum. Nous avons réalisé en 2014 un taux de croissance économique de 9,5%, l'un des meilleurs depuis 1960, et notre objectif, c'est de réaliser un taux de croissance à 2 chiffres en 2015. Et selon le PNUD, si nous maintenons ces rythmes de création de richesses, en 13 ans, l'économie congolaise peut devenir émergente. Et donc, vous voyez que l'objectif d'émergence n'est pas très loin. Dans 13 ans, beaucoup d'entre nous ici seront encore vivants. Ils pourront à ce moment-là vivre l'émergence, qui n'est pas donc un rêve irréalisable. Mais ça nécessite que la paix et la sécurité soient consolidées, que les réformes continuent et que la croissance économique se maintienne. L'objectif, c'est de pouvoir aussi continuer avec les réformes structurelles. Les réformes sont nécessaires pour libérer la croissance, pour améliorer le climat des affaires, pour que les sociétés se créent, les industries se créent, pour que notre Bukangalonzo, dont la récolte va être réceptionnée officiellement ce vendredi ici, pour que ce Bukangalonzo continue dans ses productions des tonnes et des tonnes de maïs, dans ses productions des tonnes et des tonnes de légumes, dans ses productions des tonnes et des tonnes de poissons. Mesdames et messieurs de la presse, je vous invite les 5 à Bukangalonzo pour que vous puissiez vous-même voir que la cérémonie que le chef de l'État a eu le privilège de présider n'était pas un cinéma, mais c'était une action politique de haute portée. Parce que finalement, à partir du 5 mars, Bukangalonzo va livrer ses mystères, ses premiers mystères. Mesdames et messieurs de la presse, voilà pour l'essentiel, ce que j'avais à vous communiquer. J'avoue vraiment que je voulais économiser votre temps
parce que si on devait vous parler de tous les progrès économiques et sociaux de la RDC, on allait prendre beaucoup de temps. Mais le plus important, c'est de vous livrer l'essentiel, et c'est ce que j'ai fait. Je vous remercie. Vous puissiez d'abord décliner votre identité et par la suite être le plus concis possible. À ma gauche. Salut mon ami Longo pour la Deutsche Welle et la société de presse. Vous avez évoqué tout à l'heure la publication du calendrier global des élections par la CENI. Et la CENI avait relevé plusieurs préalables avant d'y arriver, notamment 17 pour les gouvernements. Où en sommes-nous avec les financements et comment allez-vous vous y prendre pour financer ces élections? Et puis la deuxième préoccupation, qu'en est-il de la défense minière? Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça, et peut-être de la rétrocession en général. Oui. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est la première rencontre de l'année 2015. Permettez que je déroge aux règles journalistiques en vous présentant mes vœux les meilleurs. Si les autres veulent s'associer, je dis nos vœux les meilleurs. Alors ma question est celle-ci. Vous allez construire 1000 écoles, c'est beaucoup de choses. De la même manière que vous dites que vous n'avez pas suffisamment d'ingénieurs, d'architectes, de maçons pour construire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il se poserait également un problème d'enseignants, d'inspecteurs et de tout le personnel attaché à cette activité d'éducation? Merci. Monsieur le Premier ministre, José Naoué, Forum des As. Monsieur le Premier ministre, vous avez abordé dans le volet social de votre communication la santé. Quand vous passez à Mama-Yemo, vous avez la nette impression que Mama-Yemo, actuellement hôpital général de référence de Kinshasa, n'est pas encore à l'heure de la révolution de la modernité. Et quand vous allez à l'hôpital du cinquantenaire, dernièrement, il y a une chronique en rapport avec l'actualité. Il y a une dame qui est morte là-bas, apparemment du fait du dysfonctionnement de cet hôpital. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces deux cas de figure, comme réflexion par rapport à au volet santé de votre programme? Merci. Okay. Merci beaucoup pour les trois questions. Monsieur Salé, en ce qui concerne la publication du calendrier global, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est un calendrier qui a été mis à la disposition de tout le monde, y compris du gouvernement. Nous sommes en train d'examiner tous les aspects qui concernent le gouvernement. Pour votre information, nous avons même déjà écrit à la CENI pour présenter et donc nos observations sur le processus afin de pouvoir contribuer à la matérialisation de ces calendriers que tous les Congolais voudraient voir s'appliquer. La question de financement, et ça aussi, nous sommes en train d'examiner. L'ensemble du coût s'élève à un peu plus d'1 milliard de dollars américains. Il est question pour nous de travailler, et c'est ce que nous sommes en train de faire, ensemble avec la CENI pour voir quels sont les postes qui peuvent permettre au gouvernement et à la CENI d'atteindre le même objectif, mais avec une rationalité des fonds. Pour votre mémoire, M. Salé, c'est que en 2011, j'étais ministre des Finances. La République démocratique du Congo a financé à près de 90% les élections seules. Donc c'est une question de volonté, c'est une question de détermination, c'est une question de rationalité. Voilà. Mousseme Diawé, en ce qui concerne la crise
des capacités d'absorption, ceci est vrai, mais nous devons dire que ça s'améliore progressivement. En 2003, lorsque j'étais directeur général du BESECO, il y avait des provinces tout entières, je préfère ne pas vous les citer, où vous ne trouviez pas des maçons, où vous ne trouvez pas des forgerons. Aujourd'hui, on en trouve. Il faut comprendre qu'en 2003, le pays sortait à peine de la guerre et qu'il y a des maçons qui ont disparu, des forgerons qui ont disparu, des contremaîtres qui n'existaient plus, mais aujourd'hui, on commence à les trouver. En 2003, il y avait des chefs-lieux de province qui n'avaient pas d'ingénieurs que certaines personnes ramassaient, mais qui se proclamaient ingénieurs du fait de la pratique. Aujourd'hui, on en trouve un peu partout, mais pas encore à grand nombre. Les entreprises de construction, n'en parlons pas. Mais la capacité d'absorption s'est construite progressivement. Il y a des Congolais qui ne voulaient pas vivre à l'intérieur du pays, qui commencent à aller vivre à l'intérieur du pays. Des ingénieurs qui ne voulaient pas traverser la brousse, qui commencent à accepter à traverser la brousse. Petit à petit, nous faisons du progrès sur ce chemin. Alors, les enseignants, je crois que nous avons encore une bonne quantité des enseignants sur ce domaine parce que les écoles ont continué à fonctionner. Je ne pense pas que nous sommes arrivés à un stade où nous allons avoir des écoles et nous n'avons pas d'enseignants. Non, là, je crois qu'on peut encore être épargné de ces déficits-là. En ce qui concerne Mamayemo, ou l'hôpital général de Kinshasa et la nouvelle formule, moi-même, je suis passé par là, physiquement. J'ai vu, effectivement, c'est un bijou. Ce fut un bijou. C'est vraiment un monument médical qu'il faut reconnaître, mais qui a été totalement défait. Totalement défait. Et nous sommes en train d'y travailler. Pour votre information, j'avais déjà donné les instructions aux services spécialisés pour étudier comment faut-il réhabiliter cet hôpital général. Faut-il le raser totalement pour construire un autre ou faut-il réhabiliter? Parce que quand j'ai vu les pavillons qui ont été réhabilités, ça ne donne pas l'air de quelque chose qui peut donner l'espoir à quelqu'un qui vient se faire soigner là-bas. Parce que c'est aussi question d'espoir aussi, quand vous arrivez dans un centre. Donc ça, ce sont des questions que nous sommes en train d'étudier. Et je dois vous dire en toute sincérité, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le gouvernement a la possibilité de commencer un travail de qualité. Et non pas un travail de rafistolage, comme ce que j'ai vu là. On met une petite pancarte, c'est telle coopération, mais quand vous regardez, ça ne ressemble à rien. Alors, l'hôpital du Cinquantenaire, ça c'est un bijou. C'est un bijou, il faut le reconnaître. Mais s'il y a quelques insuffisances, il faut les corriger. Au moment où je vous parle, il y a un cadre du ministère des Finances qui vient d'être opéré dans ces bâtiments. Et lorsque moi je lui ai parlé de l'incident que vous avez évoqué tout à l'heure, il m'a dit mais lui n'était pas au courant. C'est après notre entretien qu'il a posé la question à la personne qui le gardait et qui lui a dit effectivement que cet incident était arrivé. Il s'agit donc de l'étudiante, épouse d'un diplomate, qui est donc décédée à cet hôpital. Il a dit non, ça devait être un incident parce que moi j'ai été traité de manière professionnelle. Alors j'ai dit Dieu merci. Et voilà. Comme le dit le notre magazine de l'archiviste, je fais partie des structures qui s'occupent de la gestion modèle de documents ou archives. En suivant vos traces très bien, je remarque que vous êtes un archiviste patenté. Parce que vous avez fait de vos prêts à travers vos actions de modernisation de vos prédécesseurs afin de pérenniser l'histoire. Quelle lecture faites-vous de la politique de la conservation des archives dans notre pays? Une deuxième question, de tous vos prédécesseurs,
de la première à la troisième République, qui considérez-vous comme mentor, modèle? Merci. Moi, je pose une question qui est plus en rapport avec la politique, parce que vous êtes allé un peu rapidement sur la loi électorale et sur les élections. J'aimerais vous demander, après la publication du gouvernement de cohésion nationale, nous de la presse, nous avons beaucoup spéculé autour de la composition. On a dit qu'il y avait beaucoup de vertébrés, beaucoup de chefs de parti. Est-ce que vous pouvez nous dire que le rythme de travail, c'est réveiller tôt, travailler beaucoup, faire allégeance à la hiérarchie, etc., ça fonctionne? Enfin, très sincèrement, même s'il y a quelques-uns qui sont... Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et puis, juste une petite question. Vous ne nous avez pas quand même dit un peu par rapport aux événements du 19 et 20, le mois de janvier dernier, comment vous avez pu gérer ça, notamment avec l'opinion nationale, parce qu'on vous a moins attendu. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être communiquer davantage? Voilà, merci bien. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Moi, c'est Anissé Gomoranyama, RTNC de développement. Ma question porte sur l'agriculture. Je voudrais savoir, parce que j'aime bien les chiffres, combien de Congolais peuvent être nourris à travers Boukangalonzo? Et est-ce qu'on va s'arrêter à un seul Boukangalonzo? Parce que je peux vous citer un pays comme les Pays-Bas, on peut avoir 180 Boukangalonzo. Est-ce que nous allons nous arrêter là où on va aller plus loin? Parce que pour une simple compagnie qui gère les fleurs, et je parle sous les contrôles de Placide Matoubo, qui est votre conseil ici, un budget de 4 000 €, donc plus de 6 500 $ pour une seule compagnie qui gère les fleurs. Je suis aux Pays-Bas, je crois que c'est en Amsterdam. Est-ce que nous sommes capables? Nous avons des terres arables éparpillées à travers l'étendue de la République. Comment investir davantage dans l'agriculture? Alors pour terminer, Excellence, en fait il y a beaucoup de choses que vous avez faites. Comment préserver les acquis? Parce qu'après vous, un autre Premier ministre qui va arriver, parce que certainement un autre arrivera après vous, va dire non, la bancarisation c'est pas bien. Ce que Matata a fait à gauche c'est pas bien. Ce qu'il a fait à droite c'est pas bien. Va détruire même ce qu'il ne faut pas détruire. Donc il y a un problème de changement de mentalité. Est-ce que vous travaillez aussi sur cela pour que ce que vous avez fait de bien ne soit pas tout de suite écrasé après vous? Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Joseph Mutangoule, je crois, de l'archiviste d'Igatanga. Et il voulait savoir quelle est la lecture que nous faisons de la politique, de la documentation dans notre pays, dans ces domaines. Parce qu'un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui est appelé à commettre les mêmes erreurs de l'histoire. Mais un peuple qui connaît son histoire a la capacité de consolider le meilleur fait et de corriger les mauvaises choses. Et je crois que dans ce domaine, nous devons beaucoup faire par rapport à ce qui est fait déjà. C'est pour cela que nous avons trouvé qu'il était important de pouvoir améliorer l'archivage de toutes ces autorités politiques qui sont passées par la primature. Je dois vous dire en toute sincérité que lorsqu'il fallait archiver toutes ces photographies, il était parfois difficile de trouver la photographie de certains premiers ministres. Oui. Et ça, c'est dommage. Que quelqu'un qui a exercé de hautes fonctions, qu'on puisse même pas être à mesure de trouver sa photographie, même à certains endroits où on est censé les trouver. Et donc, cet effort, nous l'avons fait dans les soucis de la République, dans les soucis du bien commun. Et c'est pour ça que le ministre Banza Mukala Isungu nous a écrit pour dire qu'il décrétait ces sites comme faisant désormais partie du patrimoine national.
Effectivement, aujourd'hui, nous avons jusqu'à 156 demandes de visite. 156 demandes, non encore autorisées. Alors, quel est le mentor? Je ne sais pas si c'était une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait nécessité de citer absolument des mentors, mais je crois que parmi tous ceux qui ont exercé ces fonctions, ils sont nombreux qui les ont bien exercées. Et donc, il vous appartient à vous-même de regarder ces 22 photographies, de voir ceux qui ont exercé le plus longtemps possible, parce qu'il y en a qui ont exercé le plus longtemps possible. C'est qui? Ah bon. Il y en a ceux qui ont fait le mandat le plus court aussi, de 1 jour, de 2 jours. Il y en a qui ont fait des réalisations très significatives, qui ont marqué la population pendant des années et des années. Il y en a d'autres qui ont marqué la population. Ça, je ne sais pas. Et voilà. Donc, monsieur le journaliste, il vous appartient vous-même de voir ce que nous faisons et d'en faire la liaison avec l'une ou l'autre personnalité. Jean-Marie Kassamba parle de l'actuel gouvernement. Un jour de l'action, le moment venu, vous poserez la question et une réponse appropriée vous sera adressée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons maintenu le même cap, les mêmes pratiques en ce qui concerne la recherche, tous azimuts des résultats. Ça nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifices, beaucoup de labeur, et nous considérons le temps comme un facteur rare qui nous a été gracieusement donné à nous tous. Je vais vous faire rire, et ça se trouve dans la presse, dans l'Internet plus spécialement. Alors, le président Hollande, la République française, cherchait à savoir combien d'heures de travail son ministre de l'économie passe pendant la journée. Il a réalisé que Emmanuel Macron, parce que c'est de lui qu'il s'agit, dormait à peu près 3 à 4 heures. Ici, nous dormons généralement 8 à 10 heures. Les événements du 19 et du 20, ce sont les événements que nous devons tous décrier. Et je l'ai dit, parce que j'ai fait le tour de la ville après les événements pour constater les dégâts qui étaient importants. Ces événements nous ont rappelé les pillages des tristes mémoires des années 91, des années 93. J'étais ici, à Kinshasa. Et j'ai pris le risque d'aller dans la masse, dans des communes comme celle d'Ngaba, pour parler avec la population, pour leur démontrer qu'on peut réclamer tout ce qu'on peut en tant que population vis-à-vis de ces dirigeants, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme les pillages. Et que les pillages, contrairement à ce que l'on pense, on se pille soi-même. Et ils en étaient étonnés qu'on leur parle de cette façon-là. Nous avons vécu le pillage dans ce pays. Ceux qui ont pris les ordinateurs, ceux qui ont pris les tomates, ceux qui ont pris les cartons d'impiodi, se sont retrouvés une semaine après au chômage et ont réalisé que la fête de quelques jours n'était pas suffisante pour remplacer le chômage de plusieurs années. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez aussi la responsabilité professionnelle et patriotique d'éduquer la population. Vous pouvez réclamer, vous pouvez revendiquer,
mais faites-les de manière républicaine. Et votre voix sera entendue. Le pillage est certes le moyen le plus inacceptable de pouvoir revendiquer, de pouvoir réclamer. Parce que vous vous rendez vous-même un très mauvais service. Alors, vous dites que je n'ai pas été entendu. Je crois que je suis intervenu quand il le fallait. Et que c'est un domaine où il faut aussi beaucoup de professionnalisme pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mon rôle à moi, c'est... Pour terminer sur ce volet de questions, notre ami a d'autres Bukangalonzo. Mais nous l'avons déjà dit, les débuts, et vous le savez très bien. Vous nous parlez des Pays-Bas. Vous pensez que les Pays-Bas a construit tout ce que vous dites là en un seul jour? Non. Parce que vous êtes professionnel, vous le savez. Nous sommes sur un processus. Moi, je vous invite à être là le 5 à Bukangalonzo. Parce que Bukangalonzo est aussi devenu un site touristique. Nous recevons chaque jour des demandes du monde académique, du monde de la société civile, du monde. Ils veulent voir. Effectivement, le premier semence, c'est 5000 hectares, près de 50 km². Monsieur Anissé, vous pouvez vous promener dans le parc et vous fatiguer et rentrer. Mais c'est le premier parc et les autres parcs vont continuer. Nous sommes en train d'y travailler. Comment préserver les acquis? Ce sont les acquis de la République. Et non ministre. Demain, le ministre. Mais nous avons tous l'obligation professionnelle, éthique et morale de préserver les acquis. Aujourd'hui, la RDC, les caps du PIB per capita de $600. Pour votre information, M. Anissé, parce que vous êtes un professionnel, ce PIB ressemble à celui qu'avait un Congolais moyen en 1960. J'ai parié qui sont accomplis au président de la République. Parce qu'en 2001, lorsque le chef d'État accède au pouvoir, le PIB est de $149 par personne. PIB per capita. $140. Je vous le rappelle. Voilà. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez de leur proposition de mettre la priorité sur l'organisation des élections sénatoriales, provinciales et présidentielles, de décaler les locales à après 2016 pour s'assurer qu'on soit dans les délais, qu'on puisse respecter les délais de ces élections, notamment provinciales, sénatoriales et présidentielles. Alors, ce que vous pensez de cette proposition? Et puis deuxième question, la plupart des combattants FDLR suivent de Nord Kivu, beaucoup plus difficile pour les opérations dans ces forêts en essence et en ration alimentaire de la mission de l'ONU au Congo. Au mois de janvier de cette année, vous avez organisé, le gouvernement a organisé une conférence. Cette conférence s'appelle les trous noirs. Il fallait donc, selon les experts, que des réformes soient entreprises pour que cette économie soit inclusive. C'était même d'ailleurs ça le thème de la... Peut-être que vous nous avez épargné beaucoup de détails, mais je ne sens pas d'achoppement où vous avez touché pour qu'il y ait changement dans la structure même de notre économie. Par contre, j'apprends quand même que beaucoup baissé, et avec le prix du pétrole qui a beaucoup baissé, certaines entreprises pétrolières sont en train de faire. Est-ce que vous perspectivez est en train les mêmes acteurs politiques qui autrefois ont appelé aux manifestations du 19 au 21 sont en train de
tenter une nouvelle, d'engager une caravane de la paix auprès des institutions avec un nouveau calendrier réaménagé. Comment envisager la paix dès lors que dans les jours à venir, les élections locales, municipales et urbaines seront boycottées? Élisée Audière, Congo-Web, occasionné par ces manifestations de la police rencontrée comme des partenaires, savoir où... Alors, en ce qui concerne nous sommes dans un... Il y a un calendrier électoral par la CENI. Comme vous le savez, où l'on retrouve non seulement les délégués de l'opposition, donc ce sont des propositions qui tiennent de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la volonté de tout le monde. Je crois de ce calendrier. Opposition, je crois qu'il sera à mesure de mieux porter la voix de l'opposition. Donc, la réaction en recevant cette contre-opposition, parce qu'en effet, le calendrier électoral n'a pas été émis par le gouvernement et donc nous sommes mal placés pour répondre à une préoccupation qui n'est même pas encore traduite en actes. Donc nous allons attendre. Alors le FDLR de le pourchasser. C'est déjà dans la forêt. Vous connaissez bien la géographie de l'endroit où se trouvent les FDLR. Ils sont dans la forêt. Moi, je connais bien cette géographie parce que je suis de la forêt. Donc, ils sont déjà dans la forêt. On les a délogés. Donc, il est plus facile de les déloger encore parce que c'est le même endroit. Je vous donne un exemple. Les ADF Nalou, qui ont été délogés par les FRDC. Je ne sais pas si vous est arrivé de voir l'image de l'endroit où se trouvaient les éléments des ADF Nalou. Moi, j'ai eu le privilège de voir un documentaire sur les lieux où logeaient les éléments des ADF Nalou. C'est dans la forêt, et la vraie forêt. Et donc, je crois que les éléments des FARDC, qui sont suffisamment motivés, parce qu'en tant que chef du gouvernement, je dois vous dire que nous mettons toute la logistique nécessaire. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, les collègues sont ici présents, je crois qu'ils ont entendu de la bouche du ministre de la Défense dire que le ministère de la Défense note que tous les dispositifs logistiques et militaires est mis à la disposition pour les éléments. Nous avons comblé ces vides des rations, en tout cas. Tout le monde a son arme, tout le monde a... En ce qui concerne la... Parce que les compréhensions sont parfois à peu près. Lorsqu'on parle d'une croissance inclusive, ça veut dire quoi concrètement? Parce que moi, je suis économiste.
croissance inclusive, c'est une croissance dont le revenu sont partagés par une bonne partie de la population. C'est ce que ça veut dire croissance inclusive. Monsieur Willy Kalengai, lorsque on a le bus Transco qui circule, est-ce que ces bus sont utilisés par des ministres ici présents? Est-ce que les bus Transco sont utilisés par les députés ou par les sénateurs? Par des journalistes. Donc c'est une croissance inclusive. Vous consommez la croissance, madame. Quand vous êtes dans le bus Transco, assise, mais vous jouissez de la croissance. Qui a acheté ces bus? C'est le Trésor public. Donc vous-même, vous avez contribué à l'achat de ces bus. C'est ce que j'ai dit à mes frères et sœurs d'Engaba, quand je les ai vus. J'ai dit, est-ce que vous savez que les bus que vous avez détruits, c'est vous-même qui l'avez acheté? Ils en étaient étonnés, ils disent, non, ce n'est pas nous. J'ai dit, non, c'est vous qui avez acheté ces bus. C'est l'impôt, c'est les taxes, c'est tout ce qui achète ces bus. Pour la première fois, vous avez des bus, mes chers amis, tenez, ça c'est très important, des bus qui sont achetés par l'argent du Trésor public. Les autres bus, c'était le fruit de la coopération. Un bus Mercedes, c'est plus de 100 000 $ américains. Ce sont des bus neufs, ce ne sont pas des bus d'occasion. Avec une durée de vie minimum de 10 ans. Deuxièmement, lorsqu'on crée l'esprit de vie, est-ce que vous avez déjà causé avec les propriétaires des bus esprit de vie? Quelqu'un qui n'a jamais eu un crédit et du coup il se retrouve propriétaire d'un bus dont le coût d'acquisition est de 55 000 $ américains. On lui remet un bus et il a des revenus qui entrent. On lui remet un bus et il a des revenus qui entrent chaque jour. Il devient PDG. Vous dites que ce n'est pas une croissance inclusive. Et les exemples sont les gens, les routes que nous faisons, les écoles que nous faisons. Vous savez, M. Willy Kalengai, vos enfants vont étudier dans des écoles où il y a des bancs. Moi, j'ai vu à Walungu. J'ai été à Walungu. Certaines personnes qui sont ici étaient avec moi. J'ai vu une école où la 4e année et la 3e année étudient dans la même salle de classe, avec le même tableau. Et le gouvernement a construit des bâtiments qui pourront résister pendant 40 ans, 50 ans, où les élèves de 3e année sont dans leur classe et ceux de 4e année dans leur classe. Ça, ce n'est pas une croissance inclusive. Alors, je crois qu'il faut essayer de défendre certaines théories sur la pratique. Nous sommes en train de faire une croissance inclusive aujourd'hui. Parce que la volonté du président, c'est que la croissance soit partagée par tout le monde. Les écoles, les hôpitaux, les routes. Bukangalonzo, vous savez cette industrie de Bukangalonzo, vous la voyez encore parce qu'elle est encore au début. Mais 2 ans après, ce serait toute une cité agricole. Un peu à la lumière de ce que notre ami a dit ici, Pays-Bas, Pays-Bas. Élisée Odia voulait savoir si nous avons fait l'évaluation. Oui? Non, je vais arriver. On privilégie les genres. Est-ce que nous avons évalué les dégâts? Nous avons effectivement évalué les dégâts, madame. Et ce n'est pas une partie du plaisir. Parce qu'il y a eu plusieurs boutiques, plusieurs magasins, particulièrement des Chinois, qui ont été totalement pillés. Et moi, j'ai été dans ces magasins. Il y a eu des bus Transco qui ont été caillassés. Un bus, je vous ai dit, c'est 100 000 $ américains.
il y a eu d'autres dégâts collatéraux, certaines entreprises qui ont fermé, le système d'Internet qui n'a pas fonctionné, les réseaux sociaux pour certains qui ne vivent que des réseaux sociaux. Mais le gouvernement de la République a l'obligation de protéger tous les Congolais. Lorsque nous réalisons qu'il y a certains canaux de communication qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix, nous avons l'obligation de protéger tous les Congolais. Et c'est ce qui a été fait et les réseaux ont été rétablis. Les chiffres vous seront communiqués parce qu'on est en train de les finaliser. On devrait avoir en principe, la fin de cette semaine, tous les chiffres à ce qui concerne les dégâts et les modalités éventuelles des dédommagements. Donc vous pourrez accéder facilement à ces chiffres. Les auteurs sont déjà traduits en justice. Une bonne partie, en tout cas, est déjà traduite en justice. Alors, notre ami parle d'une usine à gaz. Vous dites? Les femmes conseillères. Bon, il y a beaucoup de femmes, mais elles ne sont pas nombreuses. Je dois vous dire en toute sincérité que j'ai beaucoup d'estime pour les femmes. J'ai beaucoup d'estime pour les femmes. J'ai 3 filles. Oui, j'ai 3 filles, un seul garçon. Donc vous comprenez que pour moi, les femmes, c'est un trésor. Voilà. Mais il y a des critères qui nous régissent ici à la primature. C'est vraiment des critères très rigoureux. Les critères de discipline, les critères de compétences, d'efficacité, de production. Pour votre information, madame, nous, ici à la primature, nous sommes cotés mensuellement par un cabinet d'audit international, PricewaterhouseCoopers. Et lorsque vous avez moins de 60%, vous connaissez votre sanction, c'est le départ de la primature. Alors, je souhaite vivement que lorsque vous venez ici, vous connaissez toutes ces conditions-là. Donc les dossiers vont être examinés. Alors, le décor d'une usine à gaz, il semble, selon notre collègue ici, il a vu qu'on est en train de planter les décors d'une usine à gaz. Bon, moi, je ne les vois pas. Vous avez votre version de vision un peu apocalyptique ou pessimiste. Et c'est ce que j'ai dit toujours, la presse congolaise, là où il y a du vert, voit toujours du rouge. Lorsque l'économie congolaise fait des performances, ce sont les gens qui viennent de l'extérieur qui les constatent. Vous, ici, vous dites qu'il n'y a rien qui est fait. Lorsque le PNUD voit qu'il y a du social, vous vous dites qu'il n'y a pas du social. Lorsque nous voyons qu'il y a un décor favorable au processus électoral qui se plante, vous vous dites que vous voyez les usines à gaz. Comme nous avons deux visions, des convergences parallèles, je ne peux que m'incliner et constater que vous avez une vision et moi j'ai une autre. Mais pour moi, je crois que le chef de l'État fait un effort réalise dans la paix et de nous tous. Ne croyez pas que la meilleure façon vous savez, trajectoire, n'est-ce pas? Et ils nous ont dit une sociale de la RD. La bonne gouvernance, l'amélioration du climat des affaires. Et nous y travaillons. Alors, si vous avez une vision des gaz, détruisez-la.
Un processus. On a vous voyez aussi, vous savez, la bancarisation, c'est un processus moderne. On dit bien bancarisation. Vous savez que c'est un processus de structure bancaire. Et notre pays ça veut dire il y a des sites où il y a le processus pour pouvoir faire amener des ressources sur les sites où il n'y a pas de banques. Comme celle de on le fait concomitamment. Nous avons une politique qui vise à faciliter et à promouvoir l'installation des banques dans des milieux beaucoup plus reculés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dis de personnes, mais qui voulons être sécurisées. Dear Meow Mix, hello, my name is Ned. Verified to